Donc, je vais vous parler de deux mesures phares, deux mesures très importantes, puis on en reparlera tout à l'heure. La première, c'est le plan Wahlen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce plan Wahlen. Enfin, la première constatation que l'on peut faire dans une Suisse sur le point de rentrer dans un conflit mondial, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de nourriture pour la totalité de la population suisse. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le découvrir. En fait, c'est très simple. Depuis la création de la Suisse en 1991, la Suisse n'a jamais été autosuffisante en termes alimentaires. Donc ce n'est pas aujourd'hui avec le bio que la Suisse va devenir autosuffisante dans son alimentation. Ça n'est pas possible. On n'a pas des terres suffisamment riches, suffisamment productives pour la densité de population sous nos latitudes. Donc le plan Wahlen, c'est quoi Wahlen? C'est quelqu'un qui a analysé le contenu des aliments sous sa forme de protéines, de calories, etc. Et puis qui a défini, parce que c'était vraiment la grande mode dans les cliniques privées zurichoises des années 1920, combien de calories faut-il à une personne de 20 à 30 ans. Quand vous êtes au-delà de 40 ans, est-ce que vous devez manger plus de calories, moins de fibres, etc. C'était les questions qu'on se posait à l'époque. Et Wahlen a fait ces tableaux, ces tabelles. Et donc, il a été mis en charge par le Conseil fédéral de développer un plan. Maintenant qu'on a ces tabelles et qu'on sait combien de calories il faut par individu dans un ménage, comment est-ce qu'on fait pour rationaliser, j'allais dire pour rationner la nourriture, pour faire en sorte que chacun ait quelque chose à manger et ne soit pas en train de crever de faim. Le plan Wahlen, c'est quelque chose d'extrêmement important et je suis sûr qu'on y reviendra. La deuxième mesure extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'emprunt Minger. Minger arrive en 1936 comme conseiller fédéral, comme ministre de la Défense, et puis l'état de la situation qu'il a trouvé en 1936 était inimaginable, et c'est pas peu dire. On a notre chef de l'armée, Thomas Süssli, qui dit dans la presse que l'état de préparation de l'armée suisse aujourd'hui n'est pas très bonne, mais en 1936, c'était calamiteux, c'était inimaginable. Pourquoi ? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, l'épidémie de grippe espagnole a fait qu'en 1919, en 1920, en 1921, en 1922, on s'est dit il ne faut surtout pas convoquer des écoles de recrues pour centraliser dans des écoles, dans des bâtiments, dans des casernes, des gens venant de toute la Suisse qui vont se contaminer les uns les autres et qui vont tuer la moitié de la population. Enfin, s'ils rentrent en week-end, vous imaginez la catastrophe que ça aurait pu représenter. Donc entre 1919 et 1922, il n'y a pas eu d'école de recrues. Donc, si vous n'avez pas d'école de recrues, vous avez 4 classes d'âge. Grosso modo, une classe d'âge, c'est à peu près 25 000, c'est à peu près 20 000 personnes à l'époque. C'est un peu la même chose qu'aujourd'hui. Mais vous avez 4 fois 20 000 personnes qui n'ont pas fait de service militaire à cette époque. Donc, vous avez une armée qui est minuscule, qui est plus petite que l'armée suisse de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est déjà un problème assez sérieux. Et puis, vous ne pouvez pas rattraper ce retard qui a été pris parce que si vous n'avez pas fait d'école de recrues, eh bien, vous n'avez pas pu faire d'école de sous-officiers. Si vous n'avez pas fait d'école de sous-officiers, vous ne pouvez pas faire d'école d'officiers. Donc, même si tout d'un coup, on ouvre largement l'aptitude au service et le recrutement, vous ne pouvez pas, en l'espace d'une année, en l'espace de 2 ans, vous ne pouvez pas grossir l'armée de manière extrêmement rapide en Suisse, parce qu'il va vous manquer les cadres. Vous ne pouvez pas inventer des cadres. Alors, il y a des solutions qui ont été trouvées, j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup à rattraper, ne serait-ce que sur la question du personnel. Et puis, sur la question, bien sûr, de l'armement et de l'équipement, en 1919, on se disait qu'il n'y aura plus jamais de guerre, ni mondiale, ni autre chose. La Suisse est neutre, donc tout le monde nous aime bien. Il n'y a pas de raison d'avoir de grands budgets de la défense.
En plus, comme le clivage politique gauche-droite faisait que la gauche ne votait pas les crédits militaires, vous aurez bien compris que les budgets militaires étaient à l'époque extrêmement réduits. Donc cet emprunt Minger, ça a été un moyen vraiment de tirer la sonnette d'alarme en disant à la population, écoutez, on ne va pas s'en sortir si vous ne mettez pas la main à la poche. Et cet emprunt Minger a récolté, en l'espace de quelques mois, à peu près 1 milliard de francs. Et l'idée était la suivante, avec cet argent, on va acheter des avions, on va acheter des chars de combat, parce que les avions suisses étaient grosso modo des avions d'occasion de la Première Guerre mondiale. C'est très joli, hein, ils faisaient de belles acrobaties, mais ce n'étaient pas des avions de combat pour la Seconde Guerre mondiale. Et puis en termes de chars, en termes de matériel terrestre, il n'y avait pas grand-chose. Je peux vous raconter des anecdotes qui sont moyennement rigolotes, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à cette époque. Et donc cet emprunt Minger a permis au département militaire fédéral d'acquérir ces armements, sauf que en 1938, vous allez acheter ces armements à qui ? Parce que personne ne va vous les vendre. Et la Suisse a essayé d'acheter en Grande-Bretagne, sauf que la Grande-Bretagne se disait, nous on est en train de réarmer pour nos propres besoins. La France dit, nous on veut bien vous vendre les plans d'un avion, mais on ne va pas vous vendre des avions, parce qu'on doit construire des avions pour notre propre défense, donc on ne va pas vous les vendre, ces avions. Vous devrez les construire vous-même. Et c'est comme ça que la Suisse a dû construire des usines d'aviation pour pouvoir construire des avions. Pilatus, pour ne pas le nommer, et puis la fabrique d'avions de Damon, ce sont des constructions qui datent de cette époque-là, parce que d'abord il a fallu construire des usines, c'est l'État qui a payé, ça a été des régies fédérales, et puis ensuite on a pu construire le matériel de guerre dont on avait besoin, parce que personne ne voulait nous le vendre. Les chars de combat, la Suisse avait le projet d'acheter 300 chars, ce qui aurait été assez moderne pour l'époque. Eh bien, on a décidé d'acheter un modèle de char tchèque, parce que finalement c'était un très bon véhicule, un très bon engin, Skoda, personne ne va critiquer Skoda aujourd'hui en Suisse, donc c'était un très bon engin, et puis en plus ce n'était pas un pays belligérant, donc on se disait on avait finalement des points communs avec ce pays-là, oui, sauf que le problème c'est que la commande pour 300 est passée, mais on n'a pu en obtenir que 24, 12 qui sont venus par train, et puis les 12 autres sont arrivés en pièces détachées, et il a fallu 2 ans pour les monter, donc ils ont été opérationnels seulement à la fin de 1940. Ben oui, parce qu'en 1938, vous avez les accords de Munich, et donc les Sudètes, les grandes puissances européennes décident que les Sudètes, et donc les usines Skoda de Pilsen, vont regagner l'Allemagne, et donc la commande de chars pour la Suisse, eh bien, on peut marquer dommage sur cette commande. Donc voilà quelque part la morale de l'histoire, c'est qu'au moment où vous vous rendez compte qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose, généralement c'est trop tard. Et si vous n'avez pas anticipé ce genre de situation de crise, où tout le monde veut acheter la même chose au même moment, eh bien vous vous retrouvez dans une situation extrêmement difficile. Donc pour la Suisse, 1937, ça représente vraiment une étape extrêmement importante. Il y a une réforme de l'armée qui a lieu en 1937, je ne veux pas vous barber avec tous les détails, mais si vous voulez les détails, j'en parle volontiers. Grosso modo, on décide qu'il faut renforcer l'armée avec ce qu'on appelle les brigades frontières. Donc on va augmenter les classes d'âge jusqu'à 60 ans de manière à rapidement créer de l'effectif, enfin des troupes. Et puis on va chercher des gens qui sont domiciliés à proximité des frontières. Alors c'est pour Neuchâtel et puis pour la région ici de la côte, la brigade frontière 1, la brigade frontière 2, la brigade frontière 3, c'est le Jura, le Saillant de Porrentruy, etc., etc. Mais enfin, on a créé des troupes sédentaires pour pouvoir rapidement être mobilisées et puis couvrir ou défendre ou surveiller les frontières. Ça, c'est une décision de 1937. Une autre décision de 1937, c'est la création de ce qu'on appelle la défense aérienne passive. On va en reparler tout à l'heure. La défense aérienne passive, oui, c'est un nom compliqué, DAP à l'époque. C'est ce qui va devenir en 1963, avec une nouvelle loi, c'est ce qui va devenir la protection civile. Donc l'idée que
que l'armée ne fait pas la guerre pour elle toute seule dans son coin, mais qu'il faut quand même penser à la population civile, ben ça, en 1937, on se rend compte que oui, on risque de bombarder des villes, des habitations. On parlerait aujourd'hui d'infrastructures critiques aussi qui pourraient être bombardées, et donc il faut faire en sorte qu'on puisse secourir la population. Eh bien, c'est la création de la défense aérienne passive. Et puis je passe sur le reste et les détails. Autre chose intéressante, il y a une loi qui passe en 1936. J'ai fait ma thèse en histoire sur l'industrie d'armement suisse. C'est assez intéressant. La première loi en Suisse sur l'armement, elle date de 1936 et elle ne visait pas à ne pas vendre des armes aux dictateurs. La première loi sur l'armement, sur les exportations d'armement en Suisse, elle disait la chose suivante. Nous avons beaucoup d'industries qui fabriquent des armes de bonne qualité en Suisse, qui ont pour la plupart des capitaux étrangers, puisque pendant la période du traité de Versailles, l'Allemagne ne pouvait pas fabriquer d'armes, donc évidemment, ils les ont fabriquées en Suisse, donc Oerlikon, Dornier, enfin toute une série de fabriques d'armes, de fabriques d'avions allemandes étaient implantées en Suisse, et donc en 1936, on se dit, on va avoir besoin de ces usines et de ces armements, donc on veut pouvoir dire stop, vous n'exportez pas ces canons vers la Chine, vers l'Allemagne ou autre chose, si nous en avons besoin nous-mêmes. Donc la première loi suisse sur l'armement, c'est en fait une loi de défense nationale avec la possibilité de nationaliser le matériel de guerre qui est produit en Suisse.